Bonjour Pierre-Henri, Bonjour. comment ça va? Très bien. J'imagine que tes journées sont comptées, Elles que sont chargées. quelques minutes de retard sont C'est pas grave. à mettre au profit de mails, de SMS, vous allez comprendre pourquoi évidemment. Certains le connaissent ou certains le reconnaissent, Pierre-Henri Deballon. Et pourtant, aujourd'hui, je te laisse l'annoncer, principalement. Qu'est-ce que tu veux que j'annonce? Ah, que j'ai repris le DFCO, ouais, je pense que... Voilà, le DFCO Je est vais les mains, repris j'ai fait une nouvelle grâce chose. à Pierre-Henri Deballon, 41 ans. Hein. On remonte le temps, Pierre-Henri, avec un arrière-grand-père qui a ouvert un premier magasin de sport face aux pauvres diables. À Dijon. Ouais, j'ai eu la chance, enfin je pense que c'est une chance, mais je suis né dans une famille d'entrepreneurs, du côté de mon père et de ma maman. Et effectivement, mon arrière-grand-père a ouvert le premier magasin de sport à Dijon qui s'appelait Racouche Sport et qui était en face du Pauvre Diable. Alors le Pauvre Diable, ça parlera pas à tout le monde, mais c'était aujourd'hui où il y a H&M, je crois, à l'angle des Galeries Lafayette. Ah oui, ok. Et donc voilà, c'était... donc j'ai baigné dans cette culture. Donc une famille plutôt entrepreneur, et puis des études, je veux dire classiques, fac en éco-gestion, Paris-Dauphine, et déjà un intérêt pour le sport. Ouais, parce que j'ai fait une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine, parce que j'avais deux passions. J'adorais le sport, je jouais au handball, et puis j'adorais l'économie. Et il y avait cette formation qui préparait à travailler dans le sport. Et j'avais ce doux rêve en tête un jour de travailler dans un club pro et éventuellement, potentiellement, d'en racheter un jour. Et pour la petite anecdote, au match de vendredi, j'avais mon responsable de formation de Dauphine qui est venu voir le match. Et voilà, je trouve ça rigolo. Bah oui, de voir ses élèves aussi grandir et réussir. Pierre-Henri, tu voulais créer ton entreprise, tu ne savais pas dans quel domaine. Alors, le fait de créer ta boîte, c'était pas une surprise pour ton entourage. Ta famille s'attendait à ce qu'un jour tu crées quelque chose. Tu ne savais pas dans quoi. Hein. C'est ça, ton papa était pompier, ta maman lingère. Non, ça c'est les parents de ma... Ma femme. Tes parents étaient dans l'entrepreneuriat. Les parents, Exactement. autant pour moi, de ton épouse, de ta conjointe, n'étaient pas dans le monde de l'entreprise. Alors, est-ce que par rapport à ça, il y a déjà eu une appréciation un peu différente? C'est ce qu'on disait quand on a échangé en amont, c'est que j'avais la chance d'être dans une famille d'entrepreneurs et donc créer une entreprise ou en tout cas monter un projet, que ce soit un projet associatif ou autre, c'était quelque chose d'assez commun. Quand, du côté de ma belle famille, c'était quelque chose de un peu plus hors des sentiers battus. Et moi, pour moi, c'était assez simple. Donc c'est comme ça que j'ai baigné dedans. Effectivement, j'avais pas un secteur particulier, mais je savais que j'avais au fond de moi l'envie de créer un projet. Et souvent, je dis que l'entrepreneuriat, ça prend pas. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Et c'est plutôt avoir envie de sortir un peu des sentiers battus, une grande forme d'amour pour la liberté. Et puis aussi de se confronter soi-même à ses propres limites. Et donc j'avais cette envie, donc j'ai toujours été dans des projets où j'étais un peu leader et je crois que ça se ressent aussi derrière quand on crée un projet, c'est d'avoir l'envie d'être en première ligne aussi. Pierre-Henri, on l'a dit, les intervenants précédents l'ont dit, il faut être entouré. Et je crois que tu savais déjà depuis longue date qui serait à tes côtés. Bah oui, tu parlais du secteur, mais il y a souvent un peu ce mythe de l'idée. D'avoir la bonne idée, il faut que j'ai la bonne idée, est-ce que c'est la meilleure idée, est-ce que je suis le seul à l'avoir, il ne faut pas que je la partage avec d'autres. Et j'ai acquis la conviction, alors après ça elle m'est personnelle, mais je pense que plus que l'idée, c'est surtout l'équipe. Parce que une très bonne équipe d'une idée moyenne va réussir à sortir quelque chose, et à l'inverse, une excellente idée avec une mauvaise équipe, on n'y arrivera pas. Et puis au-delà de ça, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et que je vous souhaite, que je recommande parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et cette aventure, elle est d'autant plus forte que vous la partagez avec d'autres. Parce que vous allez avoir des hauts et des bas. Pour faire une image, mais quand on est salarié, on a des hauts et des bas, mais c'est quelque chose d'assez, on va dire, monotone, je mets les guillemets, parce qu'on peut avoir des très hauts et des très bas. Mais dans l'entrepreneuriat, vous avez des très très hauts et des très très bas. C'est les montagnes russes, hein. Et donc il y a des jours où vous avez l'impression d'être le meilleur du monde, que votre boîte va exploser, et puis le lendemain que ça va pas le faire, et d'être à deux, ça permet de revenir dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, en tout cas d'affronter les difficultés, puis de partager ses victoires à deux. Pierre-Henri, c'est lui qui a inventé le Vélotour. Donc j'imagine que vous connaissez le Vélotour ici à Dijon. Vélotour concept qui maintenant est connu partout en France. L'idée est venue comment, Pierre-Henri? J'ai volé l'idée à mon papa. En fait, mon père avait monté une association avec des copains, il faisait du VTT, et ils avaient l'envie de faire une compétition de vélo dans la ville, et notamment au Jardin d'Arcy, je ne sais pas si vous voyez les grandes marches, de descendre en VTT à toute vitesse les marches, et puis ils voulaient faire cette compétition, et puis faute de temps, ils ont laissé tomber le projet.
Et puis, il m'en avait parlé. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais adapter le concept parce que la compétition, le VTT, c'est réduit à peu de personnes. Et on va l'élargir. On va faire un concept un peu plus simple. Pas de compétition, des gens qui sont déguisés. Et puis, on va ouvrir des lieux. Et j'ai gardé l'idée, finalement, de passer dans des endroits qui ne sont pas faits pour les vélos. Et on a lancé ce projet en 2006, qui est un projet qui était un petit projet au début, une association. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se lance, souvent on dit il y a un peu ce mythe des startups où il faut révolutionner le monde, il faut faire une licorne, Et en réalité, on a commencé par un petit projet qui a pris de l'ampleur. Et puis sur ce projet, on a eu l'idée ensuite de créer WizEvent. Et je suis beaucoup plus partisan d'y aller étape par étape et d'essayer de grandir. Et on va le raconter, on va faire vite, mais on va le raconter quand même parce que les deux sont très liés. Premier Vélo Tour, 2000 participants en 2006, puis 6000, puis 10 000, maintenant partout en France. C'est posé rapidement la problématique comme des inscriptions parce qu'il n'existait pas d'outils qui permettent de s'inscrire de manière efficace. En tous les cas, comme vous l'attendiez. Ouais, on est en 2006, donc aujourd'hui ça vous paraît commun d'acheter des billets pour un événement, mais à l'époque, en 2006, moi je contacte la Fnac. Et je leur dis, voilà, on fait un événement, c'est pas une compétition, c'est pas de la culture, mais c'est un mélange de tout ça. Et je voudrais vendre des billets avec vous. Et puis la réponse a été de me dire, envoyez-moi un fax. Et puis peut-être que dans 3 semaines, on vous répondra. Et puis on n'est pas certain de pouvoir le commercialiser parce que c'est pas de la culture. Et en fait, face à tous ces blocages, et puis surtout, je voulais vendre sur mon site internet. C'est-à-dire que je voulais que les gens viennent sur le site de Vélo Tour et s'inscrivent. Et je voulais être en capacité d'envoyer un mail pour dire, voilà, vous étiez là en 2006, revenez en 2007, avec encore cette idée de capitaliser finalement sur ce qu'on a créé. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de poser des bases et puis d'essayer de grimper un peu plus haut. Et puis la réponse a été, non, c'est pas possible, 3 semaines, le fax. Et de là, on s'est dit qu'il y avait un vrai potentiel, d'autant plus que la première année, il y a 20% des gens qui s'inscrivent en ligne, l'année suivante 60%, et aujourd'hui, c'est 100% des inscriptions en ligne. Et donc on a bricolé une solution avec un pote informaticien, on a fait ça la nuit, les week-ends. Et puis d'autres organisateurs sont venus nous voir à Dijon et ils nous ont dit, mais tiens, on veut faire la même chose que vous, on veut vendre sur notre site internet. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas. Et sur Vélo Tour, c'était un projet sur lequel on n'avait pas démissionné, on faisait ça le soir, les week-ends, après le boulot. Et là, on s'est dit, tiens, là, il y a une vraie opportunité, on démissionne. Et finalement, l'argent qu'on a mis de côté en bossant dans les boîtes respectives où on était avec Sébastien, on l'a investi dans WizEvent, en partant de cette idée de Vélo Tour. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Il faut dire la vérité, vous avez mis de côté, mais vous viviez pendant des années avec le minimum. Vous consacriez toutes vos soirées, vos week-ends à ce projet, parce que la Fnac, à la base, n'avait pas pu vous trouver une solution quand même. Exactement. Aujourd'hui, WizEvent est numéro 1 français, européen, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Tout ça, c'est Pierre-Henri. Pierre-Henri, bravo. Merci. 180 salariés, implantés pas qu'en France, mais pas que. Non, on a 6 bureaux. Aujourd'hui, on est en Espagne, on est à Berlin, on est aussi à Londres, en Suisse, à Lausanne, en Belgique, et puis on a un bureau à Montréal. Et tout l'enjeu aujourd'hui de WizEvent, c'est d'essayer de faire un leader européen qui soit une boîte française. Donc là, on est en train de racheter des concurrents étrangers. Et c'est le côté un peu fierté, le cocorico. C'est-à-dire que souvent, on dit on n'y arrive pas en France et on peut créer de beaux projets. Et puis, ce qui me plaît dans ce projet WizEvent, c'est que finalement, on utilise la technologie, quelque chose de très virtuel et qui parfois peut séparer les gens. Et nous, on l'utilise pour réunir les gens. C'est-à-dire que les gens puissent venir à des événements, partager leur passion, découvrir des artistes, vibrer pendant un match de foot. Et donc, c'est ce qui nous porte. Et c'est la mission qu'on s'est donnée d'essayer de réunir des gens sur des événements. Vous voyez, pour ça, je dis toujours, quand dans la vie courante, vous dites ça n'existe pas, c'est dommage, ça serait pratique. Et souvent, on en reste là, finalement. Il y a quand même des opportunités pour derrière connaître le succès. Pierre-Henri, je vous ai posé une question qu'on ne pose jamais d'habitude. Est-ce que vous êtes devenu riche ? Oui. Mais vous m'avez répondu. Non, mais c'est une excellente question. Puis tout à l'heure, tu disais, je vais répondre, mais tu disais quelque chose d'intéressant. Tu disais que je dépensais pas mon argent quand j'ai lancé le projet, parce que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que vous bossez énormément et que vous n'avez pas le temps de le dépenser. Donc effectivement, pendant 4-5 ans, on s'est payé au SMIC et c'était très bien. Et c'est peut-être même les meilleures années du truc. Et la conséquence de ce projet, parce qu'il a bien fonctionné, c'est qu'effectivement, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais ça n'a jamais été le moteur. C'est-à-dire que on n'a pas créé WizEvent en se disant « Ah, c'est une idée et on va devenir riche avec ça ». On l'a fait parce que je faisais beaucoup de sport et l'entrepreneuriat, il permet de retrouver ses valeurs. Parce que c'est des projets d'équipe, parce que vous allez avoir des échecs, il faut rebondir, il faut persévérer dans la victoire, ce qui est parfois le plus dur. Et c'était ça qu'on cherchait. Et la chance qu'on a eue, c'est que ça a bien fonctionné et que ça a permis effectivement de gagner de l'argent. Et puis cet argent, c'est pas juste de l'argent sur un compte en banque. L'idée, c'est aussi de le faire vivre. Et donc quand j'ai fait ce projet de reprendre le club, c'est un peu... et ma maman m'a dit « Mais pourquoi tu fais ce projet ? Pourquoi tu ne donnes pas ton argent à des associations ?»
Et je lui ai expliqué qu'un club de foot ou un club de basket ou de rugby, peu importe, il a une vocation sociale aussi. C'est ce que disait la grand-mère, ça. Hein. Faire fonctionner le commerce, ne pas garder l'argent sur le compte. Exactement. C'est ça. Et elle rigolait quand on allait acheter les bonbons. Elle disait vous faites marcher le commerce, c'est bien. Et alors, effectivement, je pense que l'argent, il doit servir à quelque chose. C'est pas juste gagner de l'argent, c'est la conséquence. Et après, il faut essayer de le réutiliser, de faire en sorte que ça corresponde à ce que vous aimez. Puis je le fais aussi pour le plaisir. Et la notion de plaisir, elle est essentielle pour moi. Je pense que j'ai la chance de faire un métier de plaisir. J'ai la chance d'avoir pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette notion de plaisir, elle est importante parce qu'elle fait qu'on se lève avec envie et que toutes les difficultés, toutes les portes qu'on va prendre, parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde non plus, et si on a vraiment cette passion et ce plaisir, je crois que ça rend les choses quand même beaucoup plus cool. Et surtout quand on concrétise ses rêves finalement, parce que racheter un club de foot, là il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la passion. C'était un rêve depuis tout petit, Pierre-Henri. Ouais. C'est un rêve, mais c'est un sacré défi, hein, ça fait peur. Encore aujourd'hui ? Ah ouais, les 15 premiers jours, je cherchais le bouton pour tout arrêter. Parce que c'est 160 salariés, que c'est pas un projet qui vous appartient, c'est-à-dire que le club il appartient à la ville, il appartient aux partenaires, c'est les souvenirs d'enfance de certains et on est redevable en fait. Moi mon enjeu c'est que dans 10 ans il y ait quelqu'un qui puisse reprendre le club et de ne pas le planter, et le modèle économique du foot professionnel est particulièrement complexe, donc c'est beaucoup de pression, beaucoup de boulot, surtout que j'ai toujours WizEvent en parallèle, j'ai des gamins, donc c'est d'arriver à mettre tout ça en parallèle. Mais quand on en a parlé, je t'avais dit aussi, c'était aussi une façon de me mettre en danger. De me dire, ok, j'ai gagné beaucoup d'argent, je pourrais arrêter et puis rien faire. Et puis en fait, c'est un grand vide de se dire, finalement, je suis arrivé. Et j'avais envie de me remettre un peu à risque et puis de lancer quelque chose qui me passionne aussi, avec aussi du plaisir et l'envie de donner du plaisir aux gens. C'est-à-dire que le truc le plus rigolo, c'est de voir le stade qui, ce week-end, on a gagné. Et quand il y a eu le but, il y a une explosion de joie. Et c'est rigolo de se dire qu'on participe à ça. C'est sûr que c'est plus rigolo quand on gagne. C'est sûr. Par contre, Pierre-Henri, qu'est-ce qui est le plus insécurisant, les scores de l'équipe ou la santé financière du club ? C'est la santé financière. Parce que le sport, ça ne se maîtrise pas. Et donc, il y aura des mauvais résultats. Moi, quand j'ai repris le club, j'ai dit on va perdre plein de matchs. Parce que c'est la vie, on va en perdre, on va en gagner. Et il y a une part immaîtrisable, alors que l'économique, c'est très rationnel. C'est-à-dire combien vous avez sur le compte en banque, combien vous devez payer pour vos salariés à la fin du mois. Et donc ça, c'est plus inquiétant. Donc on bosse dessus. Il va falloir faire des choix qui sont un peu compliqués, qui ne sont pas des choix joyeux. Moi, j'ai plutôt drivé des boîtes qui faisaient de la croissance. Et là, je dois driver un peu de décroissance pour ensuite remonter. Et il faut arriver à embarquer, parce qu'il va falloir arriver à embarquer les partenaires, les bénévoles, les supporters. Donc on essaie de lancer une dynamique, et c'est toute l'idée derrière le projet. Et puis, on peut, comme Pierre-Henri, être très investi et puis être généreux. Et je vais le dire, même si je te sais très modeste, tu t'engages notamment sur les campagnes de dons du sang avec le DEFSO, de très belles opérations. Il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que tu souhaites mettre en place la taxe Tobin. Je vais te laisser l'expliquer, cette taxe Tobin, qui est une taxe sur les transferts, c'est ça ? Ouais. Moi, j'ai fait de l'économie, donc ça m'a toujours intéressé. Il y avait un économiste qui s'appelle James Tobin qui, pour lutter contre la spéculation financière, donc les mouvements de bourse avec potentiellement des spéculateurs qui gagnent beaucoup d'argent sans travailler, voulait imposer une taxe Tobin, c'est-à-dire un pourcentage sur chaque transaction. Et cet argent est servi à financer des projets. Et c'est jamais sorti, c'est resté une théorie économique qui a été beaucoup débattue. Et quand j'ai repris le club, et puis il y a eu cette réflexion, quand ma mère m'a dit mais en fait c'est pas rationnel, ça n'a pas d'impact social, et je me suis dit comment on pouvait avoir un impact et rendre ce truc plus acceptable. Et donc là on a eu des transferts cet été, c'est des énormes montants, et on s'est dit tiens, on va appliquer cette taxe Tobin sur les transferts des joueurs. Et c'est une fierté pour le club, parce qu'il y a des bénévoles, j'en ai vu quelques-uns qui sont dans la salle, qui vont commencer avec des gamins en U10, les tout petits. On va certains en recruter, on va les accompagner, on va les former, les faire jouer. Et c'est une fierté aussi de se dire qu'à un moment donné, cet argent, avec ces sommes qui sont délirantes, là on a fait des transferts pour près de 4 millions d'euros, alors c'est pas la Ligue 1, mais c'est des montants qui sont délirants, et de se dire qu'il y a une petite partie qui va être reversée à des associations locales, parce qu'encore une fois, on veut ancrer le projet sur Dijon. Et c'est une façon de renvoyer la balle. Alors, c'est pas un gros montant, mais ça permet de jouer le jeu. Et finalement, le foot, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous posez une balle ici avec des gamins, et tout le monde va vouloir avoir tapé dedans. Pas que les gamins, on a vu ce matin, c'est pas tout de suite, c'est efficace. Et pourtant,
ce que dégage le foot, c'est pas des valeurs qui me plaisent. Il y a plein de trucs qui sont les agents, l'argent, la violence dans les stades. Et j'essaye, je veux essayer de remettre un petit peu de valeur autour de ça pour que ce truc qui est génial, qui est finalement de se retrouver autour d'un sport, cette religion commune qui est le sport, qui peut nous souder, j'essaie de jouer le jeu comme ça. Voilà, chacun, petite pierre à l'édifice, chacun à son niveau. Vous voyez, la preuve, merci Pierre-Henri. Dernière question. C'est quoi l'objectif, les ambitions du DFCO? Moi, je suis un peu con, donc j'ai dit que quand j'ai repris le club, j'ai dit que je voulais qu'on gagne la Ligue des Champions. Ah non, faut pas rigoler. Hein. Je sais que la probabilité, elle est impossible, mais ce qui m'amuse, c'est de me dire qu'elle est malgré tout possible, même si c'est infinitésimal, que c'est tout petit. Et non, parce qu'en fait, je me dis que plus on vise haut, au pire des cas, on peut que monter. Le premier objectif, c'est maintenir le club. Et quand je rêve, et je disais en rigolant l'autre fois, le slogan du PSG, c'est rêvons plus grand. Nous, ce sera rêvons encore plus grand. Mais non, l'idée déjà, c'est de se faire plaisir aux gens. Et puis surtout, je veux qu'on dégage une image cool. C'est-à-dire qu'on peut perdre des matchs, mais si on voit des joueurs qui se battent, et là, je crois qu'on a une équipe qui commence à jouer le jeu, à mouiller le maillot, et c'est ce qu'on veut voir, en fait, au final. Et voilà. Merci Pierre. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Quand tu étais à la FNAC et que tu demandais une solution en ligne, jamais tu aurais imaginé que tu sois numéro 1 français, européen. Donc, on souhaite tout le meilleur pour le DFCO, vraiment. Merci à tous. Merci Pierre-Henri. Merci beaucoup.